Bienvenue à En tête à tête avec la migraine avec Lise Ferland. Cette balado vise à informer et à éduquer sans remplacer un avis médical. Avant de modifier votre traitement, consultez un professionnel de la santé. Les opinions exprimées par les animatrices et les invités reflètent leur point de vue personnel et ne sont pas nécessairement partagées par Migraine Québec, son équipe ou ses partenaires. Aujourd'hui, nous recevons Dr Caroline Ouellette pour discuter de santé mentale. Bienvenue, Caroline. Bonjour Lise, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment gentil pour l'invitation. Bien, ça nous fait grandement plaisir. Donc, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que la migraine peut avoir un impact sur la santé mentale de quelqu'un qui vit avec cette maladie-là? Effectivement, oui, la migraine peut avoir un impact significatif sur la santé mentale. Je vais passer à travers diverses façons, donc ça peut être interconnecté. Une des choses qui peut arriver, c'est quand on vit avec de la migraine, les études montrent qu'il y a la dépression et l'anxiété qui sont deux difficultés, dans le fond, deux difficultés secondaires à la migraine chronique. Donc, la douleur chronique, des fois, associée à la migraine, l'incertitude des crises qu'il pourrait y avoir, ça peut entraîner un stress plus grand qui va contribuer à divers troubles anxieux ou dépressifs. Mais il y a aussi des comportements qu'on a. Donc, au niveau de la migraine, lorsqu'elle est présente ou des fois lorsqu'on l'anticipe, ça peut nous amener à éviter les sorties, à s'isoler, on voit moins de monde. Donc, ce sont aussi des facteurs qui peuvent aggraver les sentiments justement de solitude, puis même des fois avoir de dépression. Ça a un impact sur la qualité de vie en général parce qu'au niveau de la douleur, lorsque la douleur elle est présente, souvent on voit que le sommeil est de moins bonne qualité, ce qui augmente la fatigue, puis d'autres symptômes associés à la fatigue et aux migraines. Donc, entre autres, on pourrait parler du fonctionnement général quotidien, des relations interpersonnelles. Et l'autre chose qu'on voit aussi au niveau de la santé mentale et de la migraine, c'est que les migraines, ils peuvent entraîner des fois des problèmes de concentration, de mémoire ou de traitement de l'information parce que lorsque la migraine est présente ou lorsqu'on est très anxieux à l'anticipation d'une migraine, on est moins attentif. Puis quand on est moins attentif, l'encodage d'informations, donc quand il y a de la nouvelle information, il y a des gens qui nous parlent, par exemple, c'est plus difficile de se faire. Donc, dans ce cas-là, c'est pas rare qu'on voit des gens qui ont des sentiments peut-être d'inadéquation au travail ou même de la frustration. Donc, c'est divers cycles qui font que la migraine peut entraîner des difficultés au niveau de la santé mentale. Parce qu'elle ne se limite pas en fait à de la douleur physique, elle a un aspect beaucoup plus grand au niveau du quotidien. Mais je pense que dans tes propos, tu viens déjà valider et donner beaucoup d'explications à ce que plusieurs personnes qui vivent avec la migraine peuvent ressentir. J'aimerais qu'on regarde un petit peu à l'inverse. Est-ce que c'est possible que la santé mentale ait un impact sur la migraine? Effectivement, désolée, je dois dire oui encore une fois. Ça peut avoir un impact sur les migraines. En fait, une personne qui préalablement serait plus stressée, plus anxieuse, bien, il est démontré que le stress est un des déclencheurs les plus courants de la migraine. Donc, des niveaux élevés d'anxiété peuvent provoquer des tensions musculaires, des fois, des troubles de sommeil, puis d'autres facteurs qui vont aggraver les crises de la migraine. Il y a aussi la dépression qui peut venir affecter le corps de plusieurs manières, entre autres par la perturbation des cycles de sommeil, les habitudes alimentaires. Donc, c'est des changements d'habitudes qui peuvent avoir un impact également. Je vais amener un terme, puis je voudrais pas créer de la frustration. Je vais prendre le temps de l'expliquer. En fait, on va appeler cela de la somatisation. Mais en fait, de la somatisation, ce que c'est que parfois, on a beaucoup d'émotions au niveau de la santé mentale. Ça a un impact assez fort sur le corps. Et le corps, pour exprimer, dans le fond, euh, ces difficultés-là, va avoir une réponse physique. Alors,
Oui, les difficultés, ils vont être au niveau des fois de l'anxiété, de la dépression, mais il va s'exprimer, par exemple, en créant une douleur, dans ce cas-ci, la migraine, puisqu'on en parle. Donc, des maux de tête et des migraines. Et une autre chose qui peut faire en sorte que on ait un autre déclencheur, en fait, c'est l'effet des traitements. Lorsqu'on a un trouble de dépression majeur, par exemple, un trouble d'anxiété généralisée, pour en nommer quelques-uns, euh, il n'est pas rare que les gens prennent de la médication. Cette médication-là a des effets secondaires. Puis certains effets secondaires peuvent être la migraine, associée aux maux de tête que ça pourrait provoquer. Alors, je pense qu'on peut voir avec les deux questions que tu viens de me poser qu'il y a vraiment une relation bidirectionnelle entre, d'un côté, la santé mentale, puis la migraine. Donc, les deux peuvent venir s'alimenter. J'aimerais juste revenir un petit peu sur ce que tu parlais par rapport à la somatisation. Je trouve ça très intéressant, l'explication que tu apportes. Puis, je voudrais juste qu'on précise à ce point-ci, si, bon, on pense qu'il y a de la somatisation qui est impliquée dans l'expérience de douleur de la personne, cette douleur-là, elle est bien vraie. C'est une douleur qui est vraie. C'est pas une douleur qui est inventée. Oh non, pas du tout. Vous ressentez réellement une douleur. Ce n'est pas une douleur inventée. Je pense que, merci de demander la précision. Toute douleur que vous rapportez à votre professionnel de santé doit être considérée vraie. Donc, que le corps l'exprime, puis ce soit l'expression de certaines émotions, ou qu'on se soit blessé parce qu'on est en train de faire la cuisine, puis on s'est coupé. Dans tous les cas, la douleur, elle est vraie. Donc, le cerveau fait une lecture et cette lecture-là, elle est interprétée en douleur. Donc, elle est réelle, cette douleur-là. Mm. Alors, bon, comme tu l'as mentionné, l'anxiété, la dépression, c'est des conditions de santé mentale qui reviennent fréquemment euh, avec la migraine, que un cause l'autre ou que un entraîne l'autre. C'est quand même des conditions qu'on va voir plus fréquemment chez les personnes qui vivent avec la migraine. J'aimerais juste qu'on précise, qu'on fasse la distinction, qu'est-ce qui appartient à l'anxiété, qu'est-ce qui appartient à la dépression. Comment on pourrait distinguer ces deux conditions-là, puis peut-être les symptômes qui les accompagnent? Mais en fait, je trouve ça tout le temps difficile de distinguer un de l'autre. Parfois, on va pouvoir voir que on a des tempéraments chez des personnes qui vont être plus anxieux, plus dépressifs, et puis qu'en comorbidité, donc on va développer une maladie, par exemple, mais dans d'autres cas, c'est plus de façon isolée. Mais la chose qui arrive, c'est que souvent, les symptômes sont interreliés. Donc, c'est difficile des fois de départager un de l'autre. Mais je peux prendre le temps d'expliquer, si ça t'intéresse, davantage qu'est-ce que c'est de l'anxiété, puis qu'est-ce que c'est de la dépression. Donc, on pourra aussi comparer le tout avec les symptômes reliés à la migraine. Excellent, je pense que ce serait quelque chose de très aidant. C'est bon. Donc, avant de parler d'anxiété, je vais juste nommer le concept de stress. Parce que souvent, il est préalable à ce qui va devenir de l'anxiété. En fait, le stress, là, c'est une réaction tout à fait naturelle à une situation. Soit une situation où on n'a pas de contrôle, une situation qui est imprévisible, une nouveauté, parce que c'est la première fois qu'on fait ou qu'on vit quelque chose, ou quand on va appeler ça que l'ego est menacé. Donc, ces quatre choses-là que je viens de vous nommer, en fait, je reprends la théorie du docteur Sonia Lupien qui travaille sur le stress et l'anxiété. Donc, de se rappeler que le stress, c'est normal d'en vivre. Maintenant, l'anxiété, qu'est-ce qui va la distinguer? C'est que ça va être une anticipation constante, soit de danger ou une menace, même s'il n'y a pas nécessairement de stimuli externes, comme par exemple la migraine. Comme on ne sait pas des fois à quel moment va être la prochaine migraine, l'anticipation qu'on va avoir en fonction de la future migraine qui va peut-être arriver, bien, c'est ce qu'on va appeler l'anxiété. Donc, c'est comme une appréhension, puis en fait, souvent, ça l'affecte
le fonctionnement quotidien des individus. Donc, ça va faire en sorte qu'on est moins bien concentré. Des fois, on a plus de difficultés avec les réactions, les interactions sociales parce que le stress faisant, on est peut-être un petit peu plus colérique, conflictuel. Puis ça peut avoir une influence aussi sur votre prise de décision. Donc, les principaux symptômes qu'on va voir avec l'anxiété, souvent, c'est de la nervosité, de l'agitation. Donc, ça, c'est le sentiment d'être tout le temps sur le qui-vive, là. Alors, c'est plus facile d'être fatigué. On l'a vu, ça a un impact sur la concentration, on est plus irritable. Ça peut amener aussi des troubles de sommeil, mais physiquement, souvent, ça se vit parce qu'on a des palpitations cardiaques, des fois des tremblements, des sueurs. euh, c'est des symptômes souvent qui vont être associés avec l'anxiété. Donc, l'autre trouble qu'on avait parlé, c'était la dépression. Donc, la dépression, elle, c'est un trouble de l'humeur, peut être, dans le fond, plus caractérisé par une tristesse qui va être persistante ou une perte d'intérêt pour des choses que vous aimiez faire avant. Donc, vous ne le faites plus, pas parce qu'il y a de la douleur puis que vous avez arrêté, vous faites plus quelque chose que vous aimez parce que on n'a comme plus cet intérêt-là alors que ça vous passionnait avant. Alors, tu sais, les symptômes qu'on va voir plus précisément avec la dépression, ça va être bien sûr de la tristesse, puis la perte d'intérêt pour des activités, mais encore une fois, de la fatigue ou de la perte d'énergie, un changement d'appétit, donc on peut voir une prise ou une perte de poids chez les gens, de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Donc, parfois, on se dit, hey, la personne a de l'hypersomnie, c'est trop dormir. Mais les études montrent que c'est pas parce que la personne dort plus qu'elle a un bon sommeil. Alors, la fatigue, elle est quand même présente, même s'il y a de l'hypersomnie. Avec la dépression, souvent, ça vient avec des sentiments de culpabilité, l'estime de soi diminuée, de la difficulté, encore une fois, à se concentrer et prendre des décisions. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent à la fois pour la dépression, pour l'anxiété, pour la migraine, comme les difficultés de sommeil, la concentration. Mais ce qui accompagne spécifiquement la dépression, parfois, c'est que ça peut mener jusqu'à des idées suicidaires et même malheureusement la mort. Donc, c'est ce qui distingue les deux autres concepts qu'on a discutés. Donc, je pense que c'est très clair à ce point-ci, les liens qu'on peut faire entre la migraine et les différentes conditions de santé mentale. Et dans les propos que tu viens de nous partager, c'est très clair également que on doit prendre soin de sa santé mentale. Hmm. Puis, bon, si on vit avec la migraine, qu'on pense qu'on a peut-être des enjeux de santé mentale, euh, qu'est-ce qui serait à prioriser? Est-ce qu'on devrait préférablement se concentrer à travailler la santé mentale ou se concentrer à travailler la migraine ou on travaille les deux ensemble? Qu'est-ce qui est le meilleur chemin à suivre? Et en fait, on va travailler les deux en même temps. Effectivement, on n'aura pas trois objectifs pour la migraine puis trois objectifs, exemple, pour la santé mentale. On va rester raisonnable. Mais comme on peut voir avec les descriptions que je viens de donner, euh, il y a des symptômes communs, il y a des choses qui reviennent. Alors, ça veut aussi dire que quand on rentre en thérapie, il va y avoir des outils communs. Donc, les outils qu'on apprend à utiliser pour la douleur chronique, il y en a plusieurs qui sont transférables pour la santé mentale et l'inverse est vrai. Si, exemple, je vous enseigne des outils puis que vous apprenez à les mettre en place pour la santé mentale, ils ont également un effet sur l'aspect migraineux, donc sur la migraine. Donc, comme c'est la relation elle est bidirectionnelle, les deux s'alimentent, euh, en fait, on va pouvoir travailler de façon simultanée parce qu'on va vouloir rompre les cercles vicieux. Donc, on a parlé tantôt de qu'est-ce qui venait avec l'anxiété, qui pouvait provoquer de la migraine ou l'inverse, la migraine qui amenait plus d'anxiété puis de stress. Alors, c'est dans le fond, ce cycle-là qui s'installe, on va pouvoir les travailler ensemble. Puis, une des choses souvent, c'est que dans les traitements, on veut une amélioration de la qualité de vie. Donc, je pense que qu'on parle de migraine ou qu'on parle de santé mentale, on va vouloir dans les deux cas avoir une amélioration de la qualité de vie. Puis maintenant, c'est en fonction des deux conditions, quels sont mes objectifs de traitement en fonction souvent des symptômes que les gens ont. Donc, on ne doit pas voir ça comme je dois faire le double du travail, mais plutôt de voir le travail que je vais faire
je vais avoir le double de résultats finalement. J'aime ça de la manière que tu l'amènes. Ah, c'est plus optimiste. Effectivement, c'est une belle croyance à avoir, puis qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Donc, quand on va voir un psychologue, on consulte en psychologie parce qu'on vit avec la migraine, euh, comment ça se passe, les rencontres? Mais on commence par vous accueillir, puis on va vous expliquer à la base comment vont fonctionner les rencontres, un peu comme je peux vous le faire présentement. Et puis, bien sûr, il va y avoir la phase où on va faire davantage l'évaluation. Donc, souvent, ça peut être sur une, deux, trois rencontres. On va vouloir avoir une évaluation approfondie de votre historique médical et psychologique. Donc, ça va inclure la nature des migraines, la fréquence, l'intensité, les déclencheurs, mais aussi l'impact sur la vie quotidienne. Donc, est-ce que la migraine a un impact sur la vie quotidienne, mais aussi est-ce que votre vie quotidienne, puisque vous faites un impact sur la migraine. Donc, moi, mon rôle là, comme psychologue, c'est vraiment d'aller démystifier avec vous quoi va avoir un effet sur l'autre. On va aussi faire l'évaluation des antécédents de santé mentale, à savoir est-ce qu'il y a déjà eu préalablement de l'anxiété, de la dépression, qui pourraient être des fois précurseurs à ces états-là où la migraine se présente. Donc, on va discuter ensemble. Ça va se faire vraiment sous forme de dialogue, discussion. Il peut y avoir aussi des tests psychométriques où vous avez soit la possibilité de les faire parfois en séance, parfois à la maison, pour pouvoir comprendre davantage vos processus mentaux. Donc, le chemin que ça fait au niveau de votre tête. Et puis là, ça va amener, comme je disais tantôt, à peut-être un diagnostic, peut-être que non, et c'est très bien ici, peu importe lequel des deux. Le diagnostic, en fait, il va nous permettre, nous, comme psychologues, de voir quel type de traitement je vais prendre pour vous aider. Et puis par la suite, on va faire ensemble ce qu'on appelle un plan de traitement personnalisé. Donc, vous êtes tous uniques, même s'il y a des outils qui se ressemblent d'une personne à l'autre, on va travailler avec vous pour trouver les outils que vous avez besoin en fonction de vos difficultés, de vos symptômes, ce que vous rapportez. Dans certains cas, ça peut être des trucs au niveau de l'anxiété, dans d'autres, des trucs au niveau du sommeil, la mise en application d'outils pour se réactiver, pour rester motivé. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler selon vos demandes. Et puis, on va décider également la fréquence des rencontres. Donc, il y a certains psychologues, ça va être à toutes les semaines, d'autres aux 2 semaines, d'autres aux besoins. Donc, en fonction de vous, puis de la personne avec qui vous êtes, vous allez établir la fréquence des rencontres. Et puis, à travers le cheminement de thérapie, il va y avoir aussi beaucoup de ce qu'on appelle de l'éducation ou de la psychoéducation. Comprendre, en fait, c'est quoi cette douleur-là, pourquoi c'est chronicisé, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, dans mon corps, pourquoi les deux se parlent et soudainement sont un petit peu trop présentes dans ma vie. Et on va avoir des techniques pour mieux gérer la douleur, gérer les symptômes euh, qui pourraient survenir dans un ou dans l'autre. Donc, voilà comment ça se passe. On va offrir aussi du soutien émotionnel, mais principalement, on va travailler avec vous pour mettre en place des outils pour avoir une meilleure qualité de vie. J'entends des fois des gens qui sont réticents à consulter en psychologie, qui disent, ah, ben, je veux pas qu'on aille gratter des bobos, je veux pas qu'on aille ouvrir certaines portes, il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder. Est-ce qu'on peut mettre certaines limites quand on consulte en psychologie, de dire, mais tel sujet, je préfère ne pas l'aborder, ou si ça peut mettre un frein à la thérapie qu'on s'apprêterait à faire? En fait, c'est vous qui allez décider ce que vous révélez ou non à la personne qui est devant vous. Bien sûr, quand on va faire ce qu'on appelle, entre autres, l'historique, l'histoire de vie ou l'anamnèse de votre difficulté, bien, on risque d'ouvrir certaines portions de votre vie où parfois ça pouvait peut-être être plus difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs clients ou plusieurs individus qui ont peur de cette vulnérabilité-là, que ça implique en fait de dévoiler des émotions, des expériences passées qu'ils préfèrent garder cachées. Euh, on le voit surtout quand il y a des situations difficiles, stressantes ou traumatisantes. Mais en même temps,
faut se dire que l'approche thérapeutique consiste pas à vous forcer à nous parler, pas aborder des sujets sur lesquels vous n'êtes pas prêt à explorer, ou vous pouvez nommer des sujets ou des choses que vous avez vécues en disant ça, je suis pas prêt à l'explorer aussi. Donc, la thérapie, elle est pour vous. Notre but, c'est de collaborer ensemble, de respecter votre rythme, d'aborder les sujets de manière progressive selon ce que vous voulez aborder. Bien sûr, nous, dans l'évaluation, on aime bien avoir un portrait le plus précis possible parce que ça nous permet de voir est-ce que ça a des impacts encore au quotidien, puis lesquels viennent interagir, par exemple, avec la migraine. Mais gardez en tête que on ne vous force à rien au niveau des sujets que vous devez aborder et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez parler de ces sujets-là. Je pourrais même le dire, en fait, tu sais, on voit le côté stigmatisant des fois de venir en rencontre, des difficultés, mais il faut voir aussi les bénéfices potentiels. Donc, dites-vous que lorsque vous êtes en thérapie, c'est un espace qui est sûr. C'est un espace qui est là pour s'explorer, explorer nos émotions, nos difficultés et qu'on va être là pour vous soutenir puis vous aider à mieux le gérer. Alors, il y a les deux côtés. Parfois, les gens arrivent en disant, ah, il y a des choses dont je ne veux pas parler. Puis après quelques rencontres, quand on voit qu'il y a une belle alliance thérapeutique, que ce qui se passe ici, c'est votre moment à vous, bien des fois, c'est plus facile de dire, mais j'aimerais ça m'ouvrir sur autre chose. Alors, on va vraiment aller à votre rythme. Et si on souhaite rencontrer un psychologue, comment on doit s'y prendre? Est-ce que ça prend une référence du médecin de famille? Est-ce qu'on peut simplement prendre rendez-vous par soi-même? C'est quoi la meilleure façon de s'y prendre? Il n'y a plus qu'une façon, en fait. On est dans un double système. Alors, il y a des consultations dans le secteur public au Québec. Donc, pour avoir accès aux services dans la province de Québec, en fait, pour avoir accès à un psychologue dans le cadre du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, vous rencontrez un psychologue soit dans un CLSC ou dans les hôpitaux, ça prend un biais médical, donc ce qu'on va appeler la référence d'un médecin. Vous allez aller voir votre médecin, vous allez demander une référence, ça va être envoyé au guichet d'accès et puis on va vous rappeler pour vous donner un rendez-vous. Je vais juste préciser que les temps d'attente peuvent être assez longs pour obtenir un rendez-vous en psychologie dans le secteur public en fonction de la demande puis des ressources disponibles aussi de votre milieu. Et on parlait au départ des divers types de psychologues, des spécialisations. C'est pas tous les psychologues qui travaillent la douleur chronique. Donc, comme la douleur chronique et la migraine vont entrer dans la sphère douleur chronique est une spécialisation, mais habituellement, les psychologues en gestion de la douleur vont travailler dans des cliniques spécialisées en gestion de la douleur. Alors, cela peut ajouter un peu au temps d'attente que vous aurez pour avoir un psychologue dans le réseau public. Il y a aussi la possibilité de rencontrer des psychologues dans le secteur privé au Québec. Donc, bien sûr, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a plus le choix du psychologue. Donc, c'est pas de la même façon au public qui va être imposé, on rencontre la personne qui est sur l'horaire, alors que au privé, bien, vous allez pouvoir, je vais dire, magasiner à l'avance le psychologue. Donc, est-ce que je veux voir un psychologue pour ma santé, pour la migraine? Est-ce que je veux voir un psychologue qui est spécialisé à la fois dans des troubles anxieux et la douleur chronique? Alors, vous allez pouvoir explorer. Une des façons d'explorer, c'est d'aller, par exemple, sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Et puis, vous pouvez chercher dans votre région ou maintenant, avec la télésanté, il y a plusieurs psychologues qui travaillent aussi à distance. Donc, de trouver un psychologue qui correspond à vos besoins. Dans le cas du privé, il n'y a pas de biais médical nécessaire. Vous pouvez directement appeler ou envoyer un courriel en fonction de la modalité du psychologue que vous trouvez directement et puis il va vous rappeler et vous allez prendre rendez-vous. Par contre, comme on est au privé, des fois, les gens ont des assurances. Donc, il y a un coût et il y a un remboursement qui vient avec. Donc, si on veut avoir un psychologue et les remboursements, certains régimes d'assurance santé privés vont vous demander d'avoir une référence afin de rembourser euh, les frais encourus dans vos rencontres en psychologie. Donc, à ce moment-là, on se réfère à notre assureur pour savoir ce qui est requis pour pouvoir avoir le remboursement.
Exact. Donc, il y a vraiment ces deux systèmes-là. Soit que ça me prend absolument de référence pour le public avec un temps d'attente qui est plus long, ou je peux aller au privé. J'ai pas nécessairement besoin de billets, puis je peux choisir un peu plus qui sera mon psychologue. Merci beaucoup pour ces explications-là. Je pense que ça va être beaucoup plus clair là, pour des gens qui souhaiteraient consulter. Bon, comme tu viens de le mentionner, il peut y avoir un délai d'attente qui pourrait être quand même assez long pour pouvoir voir un ou une psychologue. Dans l'attente de pouvoir consulter un professionnel en psychologie, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent mettre en place par eux-mêmes pour déjà travailler à améliorer leur santé mentale? Oui, mais en fait, si on est en attente d'un psychologue, mais qu'on entend parler qu'il y a un autre professionnel de la santé qui pourrait nous aider, il y a des possibilités aussi. Donc, il y a nous, les psychologues, qui pouvons vous aider, mais il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychothérapeutes, il y a des infirmiers en santé mentale, des ergothérapeutes qui travaillent à la fois à la douleur et la santé mentale. Donc, c'est tous des praticiens qu'on pourrait également en santé rencontrer pour nous aider dans l'attente d'avoir un psychologue, mais plus spécifiquement, de façon autonome. Donc, ce que vous pourriez faire par vous-même, bien, une des choses, c'est bien sûr des techniques de relaxation. Donc, de la respiration, de la méditation, de la pleine conscience. On peut s'aider en fait par des ressources en ligne. Donc, il y a peut-être des ressources dans votre communauté qui offrent de l'accompagnement. Puis en ligne, il y en a aussi. Pour ceux qui sont à l'aise avec la technologie, il y a des applications. Je suis pas associée à aucune application, mais il y en a comme Petit Bambou, Headspace, Calm, c'est toutes des applications payantes ou gratuites selon l'application qui peuvent aider à mettre en place des techniques de pleine conscience puis de relaxation. Une autre des choses, c'est d'avoir une routine. Donc, peut-être des fois, l'utilisation du journal de bord, même s'il est un peu astucieux à faire, peut être utile pour voir à quelle heure je me couche, qu'est-ce que je mange, puis c'est quoi l'impact que ça a sur mon quotidien. J'ai pas besoin que vous évaluiez chaque heure, mais juste de voir s'il y a des tendances qui reviennent pour apprendre à se connaître. Et avec ces tendances-là, ben, on peut mieux établir une routine. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de l'activité physique. L'activité physique, elle va être variable d'une personne à l'autre qui est écoutée présentement. Il y en a pour certains que ça va être marcher jusqu'au coin de la rue puis revenir, puis il y en a d'autres que ça va être d'aller courir puis revenir. Donc, avoir une routine quotidienne au niveau de l'activité physique, donc de l'activité physique journalière, que ce soit marcher, courir, aller à la natation, selon vos besoins, bien, ça va sécréter entre autres des endorphines, puis ça peut aider au niveau de l'humeur, ça peut aider à réduire l'anxiété, ça peut augmenter le bien-être. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on va mettre en place pour avoir des meilleurs moments à travers ces difficultés-là. Une autre chose aussi, c'est de continuer à socialiser. Donc, bien sûr, des fois, la socialisation est difficile, on anticipe une migraine. Donc, on veut quand même garder un réseau social. Profitez du fait que les Zoom, les Teams et puis les FaceTime existent. Donc, vous pouvez dire à vos amis, mais je peux pas y aller. J'ai vraiment J'anticipe une migraine, mais j'aimerais ça qu'on soupe ensemble quand même. Donc, vous pouvez souper, mettre le téléphone en place et puis souper à deux quand même. C'est important de continuer à avoir une socialisation. Et puis l'autre chose, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire parce que je viens de vous dire de prendre un modèle numérique pour pouvoir augmenter votre socialisation. Mais de l'autre côté, c'est aussi la gestion du temps d'écran. Donc, limiter le temps passé devant les écrans, en particulier des fois sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur l'humeur en général, la santé mentale et aussi sur la concentration. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire et si je peux me permettre, j'aimerais ça vous essayer quelque chose. C'est en fait de pratiquer la gratitude. Une des choses qu'on entend, c'est quand une personne a une douleur chronique, dont la migraine, entre autres. Bien, quand on est en douleur, on devient très agressif avec la partie de notre corps qui ne va pas bien, qui est blessée, qui nous amène de la douleur. Et au contraire, quand on va bien,
on ne prend pas le temps de la remercier, cette portion-là. Donc, prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à quoi on est reconnaissant. Donc, reconnaissant que ma tête a bien été aujourd'hui, puis j'ai pas trop senti de douleur dans mon corps, puis que j'ai passé une belle journée. Donc, d'amener ce positif-là, puis de pratiquer la gratitude. Alors, c'est tous des, je veux dire, plein de petits outils, des fois qui sont gros à mettre en place, mais c'est plein d'outils que vous pouvez avoir dans votre coffre à outils pour pouvoir vous aider, même si vous avez de l'accompagnement ou si vous n'avez pas d'accompagnement dans votre processus de rétablissement. Mais je pense que c'est déjà des belles pistes de stratégies qu'on peut mettre en place justement par soi-même, des choses concrètes qui vont pouvoir être très, très aidantes et qui sont réalistes aussi pour des personnes qui vivent avec la migraine. Je te remercie infiniment, Caroline, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui, d'avoir démystifié un peu ces liens-là entre la santé mentale et la migraine. On invite les gens à consulter ton site web pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc, le site web est très facile à retenir, drcarolinewallet.com. Alors, un grand merci, Caroline, et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui à En tête à tête avec la migraine. Au revoir. C'est ce qui conclut cet épisode de En tête à tête avec la migraine. Merci à notre invité, à notre équipe ainsi qu'à nos partenaires Teva et Pfizer. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Pour en apprendre davantage sur nos invités, visitez le site web de Migraine Québec. À bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.